Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les représentants des gouvernements provinciaux, y compris des États-Unis, parce que je sais qu'ils sont là, chers amis, merci d'abord d'avoir invité la France à votre salon, dont je comprends qu'il est le salon de référence des nouvelles technologies vertes et de développement durable. Pour moi, c'est un honneur. Pour mon pays, ça l'est encore plus, puisque vous le savez, je parle ce matin devant vous, en conclusion de ce panel, pas simplement en tant que l'ami naturel français du Canada, mais surtout en tant que représentant de la présidence de la COP21, la conférence des parties sur le changement climatique des Nations Unies, qui se réunira donc à Paris du 30 novembre au 11 décembre, mais avec des prolongations possibles, parce que, comme cela a été dit, nous ne quitterons pas Paris sans avoir un accord. Moi, je retiens de ce matin un mot. D'ailleurs, il est en capital sur toutes vos brochures. Agir. ACNA. Agir. Non pas parce que nous, je réponds un peu à Madame Potvin, pas parce que nous n'avons pas agi à Copenhague. L'Union européenne, vous le rappelez, était là. Mais parce que la communauté internationale n'était pas là. En 2009. Il y a 6 ans, rappelez-vous, les raisons de l'échec. La principale raison était que les pays du Sud, les pays en voie de développement, les pays émergents, chacun a son vocabulaire. Les pays du Sud ne comprenaient pas pourquoi les pays du Nord allaient utiliser la question climatique comme un nouveau mode de colonisation économique. Autrement dit, les pays du Sud, moi j'étais en Chine à l'époque, je l'ai bien perçu côté chinois, avaient compris Copenhague comme étant bon, ben, on est désolé, on a pollué la planète pendant 200 ans, on arrête, mais vous aussi. Et donc, nous, on est riches, on a nos voitures, on a notre pétrole, on a même du solaire, de l'eau, enfin, on a tout ce qu'il faut, mais vous, Africains, Chinois, Américains du Sud, non, vous n'aurez rien. Et ça, évidemment, ce n'était pas acceptable. Donc ce qui a changé dans l'équation aujourd'hui, c'est qu'à Paris, en décembre, le principe de base, c'est responsabilité commune, qui était le principe de Copenhague, mais on ajoute, mais différencié, pour que les pays du Sud soient à bord. Et vous l'avez vu en novembre dernier, qui a été le premier acte de Paris 2015, l'engagement de la Chine auprès des États-Unis, ce qui était bien parce que du coup il y a un double engagement qui n'existait pas à Copenhague, américain et chinois. Les Indiens sont en train d'avancer, alors avec difficulté, parce que le développement de l'Inde, ce n'est pas le développement du Liechtenstein, et qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, changer la configuration climatique de l'Inde. Mais l'Inde sera à bord à Paris. La Russie, curieux, personne ne parle de la Russie, pourtant la question du climat en Russie est importante. Ce que je remarque aujourd'hui, donc, c'est que au Canada, et contrairement à ce qu'on peut lire souvent dans les médias, au Canada, vous êtes nombreux à vous être rassemblés pour agir. Le Canada, il est fort de sa diversité, il est fort de son histoire dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Comme cela a été dit par Mme Potvin, et moi j'arrive avec cette image fortement ancrée dans ma tête, le Canada a été à l'avant-garde de ce combat. Je le dis à tous mes interlocuteurs que je rencontre au niveau fédéral, mais je le répète aussi au niveau provincial. Il y a une tradition canadienne, il y a un engagement canadien multilatéral pour le bénéfice de l'ensemble du monde. Cet engagement,
dont on a pu douter lors du retrait du Canada des engagements de Kyoto, cet engagement, nous savons, je voudrais vous apporter un message d'espoir, nous savons qu'il sera présent à Paris. La question, c'est à quel niveau d'ambition le Canada, ensemble, c'est-à-dire le Canada des Nations Unies, c'est-à-dire le niveau fédéral et l'ensemble des provinces qui souhaiteront être à Paris au sein de la délégation canadienne, c'est quel niveau d'ambition. Et ce niveau d'ambition, très probablement, d'après ce que je comprends, il sera fonction du coût économique et politique considéré. Ce qui est vrai au Canada est vrai en France. Nous sommes au Parlement en train de débattre de la loi sur la transition énergétique, qui est la traduction législative de la contribution européenne qui vient d'être publiée. Comme vous savez, Paris 2015, c'est 4 choses. Et ces 4 choses ont un coût, naturellement. Premièrement, un accord universel. Universel. Et on ne va pas se contenter d'avoir un petit club de non-pollueurs. Il faut que l'ensemble de la planète, dans sa diversité, soit présent. Légalement contraignant, c'est-à-dire qu'on aura un accord juridique international. Contrairement à ce que beaucoup disent, ce n'est pas un accord qui viendrait à la suite d'autres accords. C'est un accord de type nouveau parce que c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Nous savons aujourd'hui que nous aurons beaucoup de difficultés à atteindre l'engagement sur la température, sur la hausse de température. Ce n'est pas grave. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ait un mécanisme international de solidarité nord-sud sur la question du climat. Et là, je crois qu'on peut y arriver pour que, après 2015, on ne se retrouve pas dans la position de Kyoto ou de Copenhague, mais qu'après 2015, ayant les engagements post-2020, on puisse tous travailler ensemble. Deuxièmement, ça c'est la grande nouveauté, évidemment, de Paris 2015 par rapport à Copenhague 2009, c'est les financements. Les financements pour adapter, les financements pour acquérir les technologies. Technologies qui sont présentes dans ce salon de manière remarquable, cela a été dit. 100 milliards de dollars publics et privés annuellement à partir de 2020. Les calculs avec les grandes institutions financières internationales, mais également avec les banques privées sont en cours. C'est possible de mobiliser les 100 milliards de dollars US annuels pour permettre cette adaptation technologique. Troisièmement, et c'est peut-être ce qui est véritablement aujourd'hui inspire notre démarche de chercheurs et inspire la mobilisation de chacun à travers le monde, c'est qu'on arrête de considérer que le climat est une affaire de techniciens et qu'on commence à considérer que c'est une source de problèmes que seuls les experts peuvent traiter et qu'on commence à comprendre que c'est un problème social commun qui a des solutions. Charles de Gaulle disait, là où il y a objectif, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et Paris, c'est un chemin de solution. Et donc nous ferons la part la plus importante qui soit aux solutions, et votre rapport, si je comprends bien, qui prendra la forme d'un livre blanc cet automne, fait partie de cet exposé de solutions. Cela a été dit, je le répète ici, je le reprends à mon compte, le coût de ne pas agir, on le sait, c'est documenté, ça a été dit, je le répète, le coût de ne pas agir est nettement supérieur au coût de l'action. Et cela est vrai à court terme, à moyen terme et à long terme. Et si vous voulez à court terme, un exemple tout à fait récent. Le coup des tempêtes de neige qui a frappé l'État du Maine, de New York et toutes les provinces maritimes du Canada cet hiver, le mois dernier, ce coup, qui paie? Qui paie?
les gouvernements municipaux et mairies, les États et évidemment les niveaux fédéraux. Donc, si on commence à agréger ces coûts-là, parce qu'on va expliquer que jamais il n'était tombé autant de neige depuis qu'on calcule les chutes de neige dans cette région du monde. Et plus on aura de changements climatiques, plus on aura de neige ici. Hein. C'est un paradoxe du réchauffement climatique que dans les pays froids, il fera plus froid. Hein, et dans les pays chauds, il fera plus chaud. Les extrêmes gagnent. Ces extrêmes ont un coût quotidien sur les mairies, les citoyens, les gouvernements. Et je crois qu'aujourd'hui, y compris au Canada, mais c'est vrai dans le reste du monde, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à la Russie, aujourd'hui, les gouvernements sont en train de faire leurs additions. Ils sont en train de comprendre cette réalité économique. Autrement dit, et ça sera ma conclusion, nous attendons, présidence de la COP 21, que le Canada publie sa contribution nationale ce printemps. Nous l'avions demandé pour le mois de mars, nous sommes le 18, mais nous savons que nous ne l'aurons pas au mois de mars parce que le gouvernement fédéral, l'Environnement Canada, attend, et c'est normal, et c'est tout à fait justifié, que les provinces qui se réunissent à Québec le 14 avril fassent connaître leurs intentions. Nous savons que les provinces sont très mobilisées sur la question du climat. Partout où je vais, j'étais en Nouvelle-Écosse il y a 10 jours. La Nouvelle-Écosse, certes, se décline en habitant, mais ce sont des défis climatiques intéressants. La Nouvelle-Écosse est totalement mobilisée. Je vais à Vancouver dans 10 jours et je participerai à notre panel sur le climat. On a entendu aujourd'hui des choses intéressantes. Donc il y a là des exemples forts. Cette contribution nationale canadienne va se construire à partir de l'apport des provinces. Il faut naturellement, c'est notre espoir, que ces provinces, on les a mentionnées, Québec, Ontario, British Columbia, mais aussi Alberta. M. Prentice a dit ces dernières semaines des choses tout à fait intéressantes, que tout ceci fasse remonter à Ottawa, à Environnement Canada, qui négocie, qui est à la table de négociation de Paris 2015, les données ambitieuses post-2020. Et il y aura naturellement une décision fédérale. Le gouvernement français travaille avec le gouvernement canadien pour que le niveau d'ambition soit le plus élevé possible, parce que nous pensons que le Canada, en étant à l'avant-garde, à nouveau, de la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas une question de parti, c'est une question de survie. Il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de Canada B, il n'y a qu'un Canada A, c'est celui dans lequel vous vivez, c'est celui dans lequel je travaille, et je suis certain que le Canada sera fier d'être le Canada à Paris 2015.